Marc Lédé, bonjour. Nicole Dubré-Chirat est en visio, donc on va voir si la connexion se fait. Bonjour. Oui, bonjour. Alors attendez, on va retester encore votre micro. Pour l'instant, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors, nous allons parler de la santé mentale qui sert d'exemple pour la prévention. Marc Lédé, est-ce qu'en tant que président de la FHP-Psy, vous pouvez déjà nous dresser un panorama actuel de l'évolution des besoins en santé mentale en France? Avant de parler de prévention, oui, tout à fait. Ben, c'est simple. Aujourd'hui, je vais vous dresser effectivement un panorama avec une dégradation qui s'accentue, qui s'accélère depuis 2020, la crise Covid, et avec des chiffres qui sont effectivement extrêmement clairs à l'échelle de l'Hexagone, plus 40% entre 2017 et 2021, 80% chez les jeunes de 18-24 ans. Et si je continue effectivement avec quelques chiffres sans en abuser, on a aujourd'hui une personne sur 8 qui est diagnostiquée, et parmi lesquels il y en a une sur quatre qui nécessite une hospitalisation. Donc on voit qu'il y a un gap, effectivement, par rapport aux besoins et par rapport à la réalité de ceux qui rentrent dans un parcours. Si on regarde également sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle économique, le coût économique et social, aujourd'hui, des pathologies mentales, c'est une évaluation à 170 milliards d'euros, dont 126 en coût indirect, qui intègre la perte de qualité de vie, qui intègre la productivité. Alors, ce n'est pas un sujet qui est franco-français, c'est un sujet qui est aussi européen, voire même beaucoup plus large, avec notamment aussi des chiffres qui sont évalués à l'échelle européenne, où on parle de 600 milliards d'euros, soit 4% du PIB européen pour la Commission européenne, et avec une étude également qui fait ressortir à l'échelle d'Europe, 50% des arrêts de travail sont liés à cette cause, due à des causes d'ordre psychologique. En France, c'est le poste de dépense qui est en première ligne, devant la cancérologie, avec à peu près 12-15 millions de Français qui sont concernés. Et on voit qu'au niveau de l'assurance maladie, c'est aussi des chiffres qui sont extrêmement importants. Première cause d'invalidité et également deuxième motif d'arrêt de travail. Ce sont des chiffres en croissance constante? Alors, ce sont des chiffres qui sont effectivement complètement en croissance, hein, je l'évoquais tout à l'heure en préambule, avec une accélération depuis 2020. Donc, il y avait une trajectoire avant la période Covid. Cette trajectoire, elle s'est, bien évidemment, il y a eu une accélération depuis. Et si on regarde un tout petit peu en projection, on s'aperçoit que cette trajectoire, elle ne va pas s'arrêter, puisqu'aujourd'hui, au niveau de la FHP-Psy, on a fait une étude de projection des besoins, une étude qui est réalisée avec le cabinet Roland Berger et avec beaucoup d'interviews, beaucoup de traitements de data. Et on s'est arrêté à une projection à 2027, ce qui est globalement à très court terme. Et on s'aperçoit qu'au travers de cette étude, ce sont 3,3 millions de journées qui ne seront pas prises en charge parce que tout simplement pas financées. Donc on voit qu'effectivement, les besoins évoluent. Alors, les besoins, ils évoluent, pas forcément sur toutes les pathologies. Les pathologies les plus historiques, les chroniques, les schizophrénies, les bipolarités sont globalement assez stables. Il n'y a pas d'évolution majeure. Les pathologies, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un vrai sujet aussi de prévention, qui évoluent, ce sont les pathologies qui sont ce qu'on appelle réactionnelles à l'environnement. Un environnement effectivement européen, la guerre aux portes de l'Europe, des tensions économiques, enfin on va dire tous les phénomènes de société qui génèrent effectivement des pathologies effectivement qui sont importantes en volume et aussi importantes en termes de sévérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas, passez-moi l'expression, ce n'est pas de la bobologie, ce sont des vrais patients avec des vraies sévérités et pour lesquels, effectivement, il y a besoin de les inclure dans un parcours de soins. Voilà. Donc, en quelques mots, un panorama du contexte dans lequel on s'inscrit. Nicole Dubré-Chirat, est-ce que dans votre région, vous faites, j'imagine, les mêmes constats? C'est quoi les attentes de la population aujourd'hui en matière de santé mentale? Alors effectivement, je fais les mêmes constats de l'augmentation de la demande de soins avec effectivement les pathologies habituelles de la psychiatrie qui ont une stabilité et l'augmentation des troubles anxiogènes, troubles de sommeil et notamment l'augmentation de la demande chez les jeunes, sachant que moi je suis sur une région où le suicide chez les jeunes était une priorité régionale depuis plusieurs années et ne fait que se confirmer.
parallèlement à l'augmentation de la demande, on a effectivement une démographie médicale qui, elle, est à l'inverse dans sa courbe d'évolution. On a des territoires qui ont peu de médecins traitants, on a moins de psychiatres sur le territoire, et donc c'est un enjeu de santé publique important, mais je voulais quand même apporter un bémol aussi par rapport à ça, c'est ce que disait Monsieur Lédé là tout de suite, c'est que on a aussi une orientation à la psychiatrisation de certains troubles qui est quand même ennuyeuse aussi, parce que tout trouble anxiogène ou du sommeil n'a pas forcément intérêt à rentrer dans un circuit psychiatrique. Et d'abord pour le patient, parce que ça peut lui porter préjudice, et ensuite parce que on s'aperçoit qu'aussi on a affaire à des traitements qui sont pas, quand on parle de coût des traitements qui sont pas forcément adaptés à la pathologie inhérente et qui sont récurrents sur une longue durée avec des effets secondaires très importants. Donc ça, c'est ce que je peux dire déjà. L'attente de la population, c'est bien sûr un accès aux soins, je dirais, lisible, ce qui n'est pas toujours le cas non plus en psychiatrie du fait du nombre des dispositifs, facile et puis en proximité. Mais je pense qu'on a un gros travail, on a abordé le problème de prévention, de dépistage précoce dans tous les lieux de vie, que ce soit les lieux, le domicile, l'école, le milieu de travail, les étudiants dans les services médico-universitaires, les personnes âgées aussi. Donc je pense que dans tous ces secteurs-là, on a à repérer les troubles très précocement, de façon à pouvoir les prendre en charge le plus rapidement possible, mais surtout de façon le plus adaptée possible. Parce qu'effectivement, on est dans un monde anxiogène, on a des familles anxiogènes qui reportent l'anxiété sur les enfants, et on voit bien qu'on a des troubles très précocement dans la scolarité. J'ai l'impression que quand quelqu'un est atteint d'un trouble mental, d'une maladie mentale, le parcours est très très long. Est-ce que vraiment la prévention peut réduire ce parcours et permettre du coup de meilleurs soins et une économie ? La prévention, déjà notre système aujourd'hui, il est très orienté sur le curatif. Donc déjà, on a effectivement une brique qui doit être complémentaire et qui aujourd'hui est marginale. Elle est marginale en termes d'offres, elle est marginale en termes de financement. Donc nécessairement, il y a déjà ce constat-là. Et on n'est pas d'ailleurs, à ce titre, à l'échelle européenne, le seul pays à faire ce constat, mais on a aussi d'autres pays qui peuvent aussi nous servir d'exemple. Je pense à des pays d'Europe du Nord, je pense au Canada, par exemple, aussi, qui sont tout à fait, j'allais dire, en avance sur ces sujets-là et qui permettent de bien montrer quelle est la complémentarité et l'utilité qu'il y a entre prévention et approche beaucoup plus intégrée au niveau du soin, parcours de soins, hospitalisation, avec toute la graduation qu'on peut avoir au niveau de l'hospitalisation. La particularité, c'est qu'effectivement, dans les pathologies émergentes que j'évoquais tout à l'heure, elles ont une particularité, c'est qu'au-delà de leur très forte croissance, et c'est vraiment ces pathologies qui émergent, c'est qu'elles ont une autre particularité, c'est qu'elles sont réversibles. Elles sont réversibles, et elles sont réversibles uniquement si on arrive effectivement à prendre en charge ces personnes, pas forcément sous une forme d'hospitalisation, mais si on les prend en charge précocement. Hein, je reviens sur ce qui a été évoqué. Au premier justement. symptôme. Exactement. On peut faire du diagnostic précoce, on peut effectivement avoir de l'intégration dans des parcours de prévention et bien évidemment aussi de soins si cela est nécessaire, mais évidemment que la prévention va avoir un vrai rôle à jouer et il y a urgence aujourd'hui. Urgence, pourquoi ? Parce que de toute façon, les besoins en termes d'hospitalisation sont dépassent l'offre. Ça, c'est un premier point. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il allait y avoir 3,3 millions de journées d'hospitalisation justifiées avec des pathologies le nécessitant à horizon 2027 et qui ne sont pas financées, c'est un premier constat. Pour autant, ça ne veut pas dire que ces 3,3 millions de journées vont permettre de régler ou permettraient de régler le sujet, puisqu'on voit qu'effectivement, 15 millions de Français sont concernés, qu'un huitième, effectivement, sont juste diagnostiqués. On voit bien qu'effectivement, il y a une part importante de la population qui pourrait s'appuyer sur des dispositifs de prévention pour lesquels, aujourd'hui, il n'y a pas les textes et pas les financements.
Donc, on est en retard, il y a une urgence, et il faut effectivement pour cela s'appuyer sur une politique forte avec une feuille de route. Juste un point sur les politiques, d'ordre les politiques publiques, c'est qu'en France, on est très ambitieux. On a envie de faire des belles choses, et c'est bien. Le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Donc, moi, j'invite effectivement les pouvoirs publics à pouvoir se pencher sérieusement sur le sujet de la prévention, et en se disant, globalement, on aura une ambition dans une temporalité, effectivement, à moyen-long terme, mais commençons déjà par des petites victoires qui rapportent effectivement déjà des grands succès. Voilà. Donc, soyons pragmatiques et pas ambitieux avec des moyens qu'on ne saura pas mobiliser, de surcroît dans le contexte du moment. Alors, si on est pragmatique, la prévention, ce serait quoi, Nicole Dubré-Chirat? Par exemple, des infirmières scolaires qui verraient les enfants tous les ans, enfin peut-être un psychologue plutôt scolaire, les enfants tous les ans, nous adultes dans notre parcours de santé, aller voir aussi, faire un point, un bilan peut-être avec un psychologue ou un psychiatre une fois par an, c'est quoi? Ça prendrait quelle forme cette prévention? Je pense que c'est pas la prévention, c'est pas la révolution non plus, mais on peut déjà s'appuyer sur des choses qui existent. On a fait des consultations de prévention qu'on vient de mettre en œuvre chez les médecins traitants, qui sont des consultations plus longues à des âges clés de la vie. On a les infirmières scolaires dont on manque quand même assez cruellement, mais qui ont été je dirais, un peu plus déployés, qui font un travail remarquable. Il y a des psychologues au niveau de l'éducation nationale, sans doute pas assez en nombre. On a Mon soutien psy qui a été mis en place, qui a évolué depuis sa mise en place, puisque aujourd'hui il peut être en accès direct, remboursé par la sécurité sociale avec un niveau de financement plus élevé. On a les médecins du travail avec les infirmières de santé au travail. On a les CMP dont on a besoin sans doute de faire plus de promotion et de pouvoir élargir leur éventail horaire d'accueil sur la journée et sur la semaine. Donc, il y a des choses à développer, mais on a des choses qui existent. Donc, je pense qu'on peut servir et s'appuyer dessus pour faire de la détection et orienter mieux les patients vers un psychologue. On a des formations des médecins traitants aussi qui permettent d'adapter mieux les traitements. On commence à avoir aussi des lignes téléphoniques pour les médecins traitants avec un psychiatre en direct pour avoir un conseil. Et puis, on a mis en place les fameux SAS psychiatriques auprès des SAMU pour essayer aussi d'appréhender l'anxiété ou les difficultés des patients et les orienter de meilleure façon. Donc là, on est déjà plus dans le curatif, mais on évite quelquefois des hospitalisations. Donc, je crois qu'on a déjà des choses qui existent, dont il faut se servir, qu'il faut développer vraisemblablement, on a un travail de coordination à faire entre tous ces acteurs de la santé mentale, parce que ça communique pas trop non plus en termes d'information pour assurer une meilleure prise en charge et éviter des fois des choses redondantes, des consultations redondantes. Donc je pense que c'est possible. La psychiatrie avait de l'avance puisqu'on est plus en ambulatoire qu'en hospitalisation par rapport à d'autres pays, et tant mieux. Mais il faut qu'aujourd'hui, on développe davantage les outils qu'on a en place et en développer et en trouver d'autres. Mais on a déjà des moyens. On a aussi des équipes mobiles qui interviennent. Je pense qu'on a des infirmières de pratique avancée en psychiatrie qui fonctionnent très bien dans les endroits où c'est mis en place. Donc, on a quand même des choses, je trouve, qui nous permettent de prendre en charge de façon plus précoce et d'éviter l'aggravation des pathologies, en tous les cas. Il y a aussi des nouvelles technologies qui sont très peu utilisées, mais il y a des pistes intéressantes en matière de prévention avec ces outils. Oui. Alors, juste peut-être sur les mesures qui sont évoquées, elles sont nombreuses, on le voit, les exemples sont nombreux, et en fait, je pense qu'il faut qu'on les structure. Elles suffiraient, mais elles sont mal structurées. Il faut les structurer. Je propose une piste aux différents âges de la vie, du parcours de vie. Les jeunes, les ados, à un moment, on sait que c'est un âge charnière. Il y a dans la vie, pour les personnes qui sont dans la vie active, il y a des âges charnières aussi. Il y a aussi chez les personnes qui passent, j'allais dire, d'une vie active à la retraite.
Et on voit qu'on a des chiffres qui sont effectivement extrêmement importants, avec des compensations, des impacts. Il faut qu'on puisse structurer, j'allais dire, comme ça se fait d'ailleurs sur d'autres spécialités. À tel âge, vous recevez un message de l'assurance maladie qui vous dit faites votre test pour le cancer du côlon. C'est le moment où on se sent super vieux tout d'un coup. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est utile. Ça permet de participer au dépistage, à la détection et au diagnostic précoce. Il faut qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un catalogue très très important, national ou régional, de dispositifs qui sont mis en œuvre, qui sont assez illisibles. Et il faut les structurer. Et on sait que dans la vie, il y a des âges qui sont des âges charnières où on peut avoir des fragilités. Et il faut pouvoir accompagner à ces moments-là déjà ces fragilités. Et je pense qu'on aura déjà réglé effectivement une partie du sujet. Alors concernant l'innovation, puisque c'était la question, Églantine, hein, si je ne l'ai pas perdu de vue, oui, il faut que l'innovation puisse effectivement servir le digital à, j'allais dire aussi, irriguer les territoires. Hein. On parle de déserts médicaux. Les établissements ou les implantations ou les démarches régionales peuvent être portées, on va dire, par des professionnels, mais il faut aussi qu'il puisse y avoir une extension de ces actions avec le numérique. Je rappellerai juste un point, c'est qu'en 2020-2021, en pleine période de crise Covid, on a, j'allais dire, au niveau de la santé mentale, on a eu une accélération des besoins, comme je l'évoquais tout à l'heure, et on a eu 50% des actes qui ont été dans cette période-là réalisés à distance. Et la part des patients satisfaits d'une téléconsultation est passée de 11% en 2019 à 77% en 2021. Donc on voit que le virage, dans un contexte de crise, mais on voit que le virage peut être assez rapide à prendre et qu'en fait le problème il n'est pas tant sur le frein numérique côté patient, il est plus sur la capacité que l'on a au niveau des pouvoirs publics de pouvoir proposer des outils personnalisés et pour justement avoir aussi des extensions des établissements de santé qui sont effectivement implantés sur des territoires et certains territoires ont un déficit de couverture. Et justement, c'est important de pouvoir aller, j'allais dire, plus loin, déjà géographiquement. Mais on peut aller plus loin. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est aussi extrêmement développée, avec notamment des plateformes, des outils qui rentrent au service de la détection précoce des troubles psychiatriques. C'est-à-dire comment on utilise la technique, la technologie de l'analyse vidéo, de la voix, du langage et du discours, tout simplement pour affiner l'évaluation des troubles psychiatriques, les détecter précocement et aussi, en phase de prévention secondaire, de faire du suivi de ces patients qui peuvent être aussi des patients qui ont connu un parcours d'hospitalisation, qui sont sortis et puis qui finalement se retrouvent un peu lâchés dans la nature sans rien. Ouais. Donc on a des tas d'outils, là encore, qui sont tout à fait opérationnels et qui sont, j'allais dire, qui nous permettraient d'avoir des appuis efficaces. Là encore, il faut qu'on s'inscrive dans une politique pragmatique, qu'on évite d'avoir, passez-moi l'expression, des usines à gaz qui nous emmènent dans des temporalités qui ne sont pas du tout celles avec les enjeux de santé publique et qu'on puisse effectivement répondre de manière très efficace aux besoins du moment, pas celui de demain, parce que de toute façon, tous les jours, si on ne fait rien, on va créer de la dette de soins et on va chroniciser ces patients. Je rejoins tout à fait les propos de Madame la députée qui disait tout à l'heure attention à l'hospitalisation, on risque effectivement de chroniciser ces patients, mais si on ne les prend pas en charge précocement, ils vont se retrouver de toute façon dans un circuit d'hospitalisation et ça va coûter beaucoup plus cher à la société. Pris très tôt, les maladies mentales peuvent éviter la chronicité. Pas toutes, mais beaucoup, et celles qui sont émergentes effectivement, notamment depuis 2020, comme je l'évoquais tout à l'heure. Madame la députée, autre chose à ajouter ? Je rejoindrai l'aspect d'absence de lisibilité des nombreux dispositifs qui sont nés en psychiatrie, effectivement, sur la base des appels d'offres notamment. Donc, dans ma région, en tous les cas, on a fait une pause sur les appels d'offres à cause de ça. Et je pense que dans la mission que je termine avec Sandrine Rousseau sur la psychiatrie, on a pu remarquer l'absence de lisibilité pour les patients, mais pour les médecins traitants aussi, de ces dispositifs adaptés aux besoins. Pour rebondir sur les téléconsultations qui se sont développées pendant le Covid, c'est vrai, mais on s'est aussi confronté
a des difficultés avec certains médecins spécialistes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette approche à distance toujours. Et puis, on a quand même une fracture numérique à certains moments qui pose problème pour l'accès aux soins des plus démunis et des plus vulnérables. Et puis, il y a un autre dispositif, je dirais, qui existe aussi, enfin, dans ma région, dans mon département. On a mis en place un bus aussi qui permet de circuler en milieu rural pour arriver plus près des patients avec une infirmière de pratique avancée, une psychologue dans un premier temps pour, je dirais, avancer sur le dossier et orienter de manière adaptée. Donc, c'est vrai qu'on peut... mais ces dispositifs-là, il faut qu'ils soient coordonnés. Je trouve que les CTPS, pardon pour le sigle, mais moi je fais partie du comité territorial sur mon secteur, c'est important de se déterminer au niveau du secteur géographique pour adapter à la population et aux situations. Et je pense que c'est un bon outil où tous les professionnels de santé sont réunis pour organiser son territoire de façon adaptée à la démographie et aux besoins. Merci beaucoup, Nicole Dubré-Chirat. Lamine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, un petit mot. Déjà, merci pour vous remercier pour votre engagement. Merci Marc, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, qui doit te changer de notre problématique de tarification et de réforme. Tu vas en parler tout à l'heure. Ô combien important pour autant la prévention. Et voilà. Tu le sais, je suis très engagé sur le sujet. Et ça doit peut-être même te détendre par rapport à la réforme de la tarification qui est anxiogène. Donc on va en parler tout à l'heure. Merci à vous deux pour votre engagement. Merci beaucoup.